certaines ont été louées et contraintes à cheminer sur Ziguinchor. Vous comprenez pourquoi? C'est très surpris, mais je crois que tout un tas de vacances sur la Ziguinchor à l'heure actuelle. Bon, alors je voudrais remercier et saluer tout le monde véritablement. Nous sommes très honorés de vous avoir et de vous avoir au web. Sachez véritablement que vous participez à notre succès parce que tout ce qu'on fait ici, on met ça sur l'internet et le monde entier peut écouter, le monde entier peut voir. Et si vous n'étiez pas là, ce ne serait certainement pas possible. Donc merci de votre présence. Je salue aussi ceux qui sont assis sur la table, toutes grades confondues. Je voudrais vous ajouter tout simplement que je suis très honoré d'avoir le professeur Abdoulaye Elimane Kane venu dédicacer son livre ici. Permettez-moi de partager avec vous une expérience que j'ai avec le véhicule AK 97-85 AE. Je crois dérange la circulation si vous pouvez dégager ce véhicule-là. A2 97-85 AE. Donc permettez-moi de rappeler très rapidement quelque chose que Abdoulaye Elimane Kane a fait. Il ne s'en souvient pas, je m'en souviens. Parce qu'à travers cela, Abdoulaye Elimane Kane a fait la carrière, la brillante carrière d'un jeune Sénégalais très brillant et méritant et qui est en train de cartonner dans la carrière qu'il s'est choisie actuellement. Abdoulaye, tu te rappelles quand tu étais le conseiller du président Abdou Diouf, il y a un jeune Sénégalais qui était au département d'anglais, j'étais alors chef du département. Il y avait une délégation qui venait des pays du Nord et ils nous ont dit nous voulons quelqu'un qui puisse traduire parce que nous allons dans le cabinet du président Diouf. Tout plein de ma fonction de chef de département, j'ai dit quand même bon, je ne vais pas traduire pour ces délégations, je ne les connais pas. Et j'ai pris un des meilleurs sujets de département, il est allé faire le travail. Quand il a fini, le président Abdou Diouf, très sensible, je dois le dire, là après il lui a dit, jeune homme, vous êtes interprète. Il lui a dit non. Et il lui a posé la question, vous voulez être interprète? Il lui dit oui, certainement, mais mes parents ne peuvent pas vous payer les études. Et tout de suite, le président Abdou Diouf a mis Abdoulaye Elimane Kane sur le dossier. Abdoulaye m'a contacté, il faisait encore ses enseignements. J'ai rappelé le jeune et j'ai tiré son nom. Il a préparé le dossier. On a pu lui trouver une bourse pour aller en Angleterre. La difficulté, c'est que les bourses, c'est très facile de les avoir pour Paris. Mais quand on vous envoie dans d'autres pays, c'est un challenge pour le bureau des bourses de Paris. Malgré tout, Abdoulaye Elimane Kane a tout suivi parce que les 6 premiers mois, le poste, il ne recevait rien du tout. Il a pris le dossier, il l'a réglé. Le jeune homme a eu ses diplômes. Dans sa profession, il est parmi les meilleurs et je vous dis qu'il gagne suffisamment d'argent pour envoyer son père et sa maman à la Mecque et assurer le sac de riz tous les mois. Donc, il a tiré la main à Abdoulaye. Tout ce que je vais ajouter, c'est que bon bâtiment, voilà, il est très bon rapport, on continue à les avoir. Et j'ai un petit welcome pour toi. Je crois que ça va peut-être pas te surprendre. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à Richard. Cher Marcel, cher Liliane, cher Biraïd, cher Amidou, et toi Abdoulaye, et vous tous, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord m'excuser du retard que je vous ai fait subir. Je déteste d'être en retard, mais il se trouve que depuis quelques jours, je suis affligé d'un but débilitant que je prépare un voyage ce soir pour une dizaine de jours. Et c'est ce qui fait que j'ai été en retard pour venir ici à cette rencontre. Je voudrais remercier Abou Cham pour le chant qu'il vient de faire, qui est un morceau de répertoire classique du terroir dont il va être question cet après-midi, puisqu'il s'agit de l'Ilabé et Diabé. Il s'agit du terroir que j'ai appelé le pays des Anorés dans la voiture d'Antilles. C'est le terroir qui est dans l'île d'Amorphile, dont les principales localités sont Sandé, Ouala, Kédougou. Et terroir dont nous sommes originaires. Abdoulaye Liman, Anoudia et moi-même qui sommes sur cette table. Je suis heureux qu'Abdoulaye ait pu terminer cette biographie, sa biographie, où il raconte le récit de sa vie. Ce n'est pas seulement de sa vie à lui, c'est de ma vie qu'il raconte. C'est de Habibou Jacques. C'est le premier cadre emploi. Il est dans cette vallée du fleuve. Et puis, il y a la culture du fleuve. Et puis, ils ont eu à s'éloigner de leur terroir d'origine, de leur culture d'origine, pour aller à la rencontre du monde extérieur, et qui, Dieu merci, en sont revenus. C'est cet itinéraire que Abdoulaye évoque dans sa biographie. Cette biographie et la mienne se confondent vraiment beaucoup, y compris dans certains détails. À cette différence près qu'il y a 13 ans de distance entre ma naissance en 1928 et la sienne en 1941. Sinon, nous sommes originaires du même terroir géographique. Nous avons suivi la même éducation traditionnelle, une inculturation dans nos valeurs Halpulaar. Nous avons été dans ce que l'aventure ambiguë j'appelle l'école ouverte. Et nous avons parcouru les étapes de cette école nouvelle du syllabaire jusqu'à la méthodologie physique des langues, comme dit Abdoulaye Liman. Et nos itinéraires n'ont divergé qu'à la fin, dans la mesure où lui, il est revenu comme professeur de philosophie, un livre noir. Au fond, à l'issue de ce parcours, il fut revenu comme administrateur de la France d'outre-mer, qui est la nouvelle appellation après l'indépendance de ceux qu'on appelait les administrateurs d'économie pendant la période coloniale. Je ne vous pourrai pas subir trop longtemps l'écoute de ce que je pourrais avoir à dire, puisque les présentateurs vont le dire mieux que moi. Si nous avons le temps avant la fin, je vais
dire quelques citations relatives à ce pays des Diabolés, à l'île à Morphy et au roman familial que nous partageons, la famille à placer. Je voudrais à présent donner la parole aux présentateurs que sont Liliane Castello, M. Pierre Lucini et Ami Boudia. Ils ont entendu qu'il est alloué une vingtaine de minutes, dit-on, à chacun d'entre eux. Et nous donnons ensuite la parole à Abdoulaye Eliman. S'il nous reste du temps, nous donnerons la parole au public d'une trentaine de minutes. Encore une fois, je m'excuse de mon retard. Et Liliane, je te donne la parole. C'est un choix pour ces commentaires. Non, plus encore ces commentaires. Ces commentaires, ils me révèlent encore plus. Ces commentaires, il y en a beaucoup. C'est un philosophe. C'est de la santé du philosophe que je vais parler. Trop souvent, les mémoires ou les biographies sont un déballage de beaucoup de choses qui aurait mieux fait finalement de rester intimes ou secrètes. C'est ce qui se passe actuellement beaucoup dans l'édition française. Il y a énormément de biographies qui se font, d'autobiographies. Et c'est pas toujours une bonne chose. Tandis que Kahn fait une sélection qui correspond à sa nature et qui est toujours extrêmement pudique, extrêmement mesurée et réservée. Ses objectifs sont clairs. Transmettre à ses enfants, à sa famille, les faits majeurs de son existence, de son expérience, de ses expériences, les leçons qu'on peut en tirer. Et le fil conducteur, comme il l'explique très bien, il y a un fil blanc et un fil rouge. Le fil blanc, ce sont les souvenirs du plaisir, les souvenirs du bonheur. Et le fil rouge, c'est le souvenir des peines. D'ailleurs, au départ, ce livre s'appelait Le plaisir et l'ennui. Plaisir et la peine, n'est-ce pas? La joie, lumière et obscurité. Car une vie, c'est fait de ça. Et c'est à peu près la même chose que veut dire la vie a de longues jambes. C'est le proverbe de chez vous, n'est-ce pas? Qui veut dire, je pense, s'il est bien compris, que la vie a ses hauts et ses bas, et que le long de ses jambes, le long de sa marche, bien des choses arrivent qui sont parfois très contrastées. Ainsi, il va nous parler des faits, des événements, des gens, des lieux, des expériences qu'il a eues, et qui ne prennent sens en général que par le sens qu'il leur donne, le sens qu'il en tire chaque fois. Par exemple, le plus petit fait, comme la naissance d'un enfant, d'un petit frère en l'occurrence, appelle chez Erika toute une réflexion qui va jusqu'à faire référence à Nietzsche, il y a là le petit frère, et sur la faculté, comme il dit, de discernement, la faculté de discernement qui n'est pas l'affaire de la raison seule. Ça, je crois que Nietzsche parle de Nietzsche. La faculté de discernement n'est pas l'affaire de la raison seule. Il y a aussi l'émotion, et précisément l'émotion qu'il ressent, et par ailleurs aussi cette chose étonnante, l'odeur qu'il ressent dans cette salle où l'enfant est né. Cette odeur va agir chez lui un peu comme la Madeleine de Proust,
chaque fois qu'il va ressentir cette odeur, il va se rappeler cette naissance. Et en même temps, il s'aperçoit que l'odorat, chez lui, est une faculté étonnamment développée, n'est-ce pas, et associée dans d'autres circonstances, chaque fois à des événements, et que finalement, on connaît, pas seulement par la vue, pas seulement par l'oreille, par l'ouïe, ou le toucher, mais par l'odorat. Ben ça nous prend une page, n'est-ce pas? À partir du phénomène de la naissance du petit frère, on a une page de réflexion sur l'odorat et ses occurrences dans sa vie. Voilà comment travaille. C'est quand je vous dis que ce n'est pas une biographie, il ne s'amuse pas à parler seulement des événements. Les événements lui servent de tremplin pour la réflexion. Je ne dis pas qu'il le fait exprès, je crois que chez lui c'est naturel. Les événements, il faut réfléchir. Le fait d'y penser, de s'en rappeler, il a là ce que j'appellerais, moi, une déformation professionnelle. Le philosophe, il ne peut pas s'empêcher, n'est-ce pas? Il ne peut pas s'empêcher de réfléchir, de philosopher. Bon, et ainsi, on s'aperçoit donc que ça l'amène parfois dans des détours très inattendus, à des réflexions très, très poussées, qui vont des réflexions sur la vie, sur la mort, sur le destin, sur l'amitié. Il ne parle pas d'amour. Il ne parle jamais d'amour. Il sait pourquoi, il garde ça pour lui. Et il a raison. La même chose, par exemple, à propos de son asthme. Bon, d'abord, il nous décrit longuement cette expérience de la maladie qui était une maladie chronique. Mais là, ça lui fait vraiment tout un chapitre de réflexion sur le malade, la maladie, la façon dont les gens le supportent, la façon dont lui-même le supporte, les philosophes, encore une fois, et ce que les philosophes en ont dit. Et ça nous amène à Canguilhem, qui va jusqu'à Platon, et qui va finalement jusqu'à Foucault, n'est-ce pas? Tout ça, ça va ensemble. Voilà. Ou plutôt, ça va comme les anneaux d'une chaîne. Sa réflexion, c'est comme les anneaux d'une chaîne. Ça nous amène toujours beaucoup plus loin qu'à l'endroit où on l'a pris. Ainsi, Kant va nous promener littéralement dans toute son enfance. D'abord, cette enfance extrêmement faite de joie, faite de fêtes. L'enfance est très heureuse, j'ai l'impression, n'est-ce pas? Et qui se passera d'abord à la ville, à Dakar, et puis ensuite au Fouta. C'est en général le contraire, dans presque toutes les, y compris chez toi, dans tous les souvenirs et dans tous les mémoires, en général, on a souvent une enfance en campagne, et puis l'arrivée à la ville. Et bien lui, c'est le contraire. Il a grandi d'abord à Dakar, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'à 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, n'est-ce pas, que son père est muté et qu'il va se trouver à Salgué, c'est-à-dire en plein fond du Fouta. Et ça va lui faire un changement extraordinaire, certainement aussi grand que l'inverse. L'enfant qui vient en ville, c'est une découverte fantastique, et lui, ce serait une découverte dans l'autre sens. Déjà habitué à la ville, déjà habitué aux voitures, au charroi des rues, au cinéma, au football, etc. Quand il va arriver dans son village de Salvé, ça va être d'abord quelque chose d'étonnant. L'espace se rétrécit, bizarrement. L'espace se rétrécit, le village est tout petit, n'est-ce pas? C'est un tout petit village à côté de Dakar qui était déjà très grand. Et par contre, ce qu'il va découvrir, c'est la famille. Alors là, pour le coup, la famille s'agrandit. Vu que la moitié du village est de la famille. Donc, là, et il nous balade dans sa famille. Alors là, je vais tranquillement sauter ça parce que se balader dans la famille, ça, il faut une carte de géographie, il faut un bottin à côté. Et je n'avais ni l'un ni l'autre. Donc j'ai reconnu au passage des gens comme Cheikh Abidou, des gens comme Ami Doudia, mais la plupart évidemment ne connaissaient pas. Mais bref, pour lui, c'est toute une découverte. C'est toute une découverte
Et comme je dis, ce qui va s'agrandir, c'est son univers sentimental, n'est-ce pas? Même si son univers géographique est plus petit. Ce qu'il va découvrir aussi, ce qui est intéressant dans la mesure où il le remarque justement, il va découvrir la hiérarchie. Comme il dit, en ville, on ne se rend pas compte de la différence des statuts. Qui est qui? Les gens sont là, dans la rue, tout le monde se dit bonjour, on est fonctionnaire, etc. On est habillé à peu près de la même façon. Et on ne se rend pas compte que finalement, il y a des supérieurs et des inférieurs. Il y a différents degrés dans la société. Finalement, les castes, par exemple, c'est au village qui s'en rend compte, qui perçoit qu'il y a des castes. Il n'avait pas réalisé ça vraiment clairement en ville. C'est au village aussi qu'il va voir donc comment il faut se comporter avec chacun. C'est pas à tout le monde qu'on tend la main, c'est pas tout le monde qu'on embrasse. En ville, c'est beaucoup plus, les choses sont beaucoup plus banalisées. Alors, il va faire ce qu'il va aussi avoir, comme au niveau de l'imaginaire, et c'est important pour l'écrivain, ça va être l'irruption d'un univers légendaire, mystique, mystérieux, n'est-ce pas, qui va doubler l'univers religieux normal qu'il connaissait déjà. Il était déjà musulman classique. Mais tout à coup, cet univers, disons, spirituel de l'islam va être doublé par cet univers de l'animisme finalement, d'un animisme du Fouta, un animisme très spécifique, et qui va peupler d'esprits invisibles, aussi bien les lieux, les bois, les eaux, n'est-ce pas? Partout, il y a des esprits, partout. Il faut savoir comment les apprivoiser, et comment les reconnaître. Donc là, c'est son imaginaire qui va engranger des éléments qu'il va ressortir plus tard, n'est-ce pas, dans les livres que nous connaissons tous, dans la maison du figuier, par exemple, dans Marqueret, et surtout ça dans celui-là. Peut-être un petit peu aussi dans la femme parfaite. Mon adore de la vie. On n'a pas d'esprit comme ça. Il n'y a pas de génie particulier. Tandis que dans ce génie, nous allons les rencontrer dans sa vie quotidienne, dans ses romans, n'est-ce pas, mais qui sortent finalement d'une vie quotidienne d'enfants des plaines et de la vallée musicale. Bref, plus tard, le revoilà, toujours se racontant, toujours se souvenant, racontant, réfléchissant. N'est-ce pas? Le revoilà à Dakar, période scolaire, là on s'en va là. Il va se retrouver donc au lycée Blanchot, au collège Blanchot, puis au lycée Vanvo, puis il fera sa propre et la licence par la toute jeune université de Dakar. Ce qui est quand même assez spécial. Ensuite, là aussi, nous allons le voir. On va voir qui ce professeur. On a oublié, il a fait ses mémoires, il n'a oublié aucun nom de prof. Que ce soit au niveau du primaire, du secondaire, de l'université, après de Paris, n'est-ce pas? Le professeur d'université, partout, ceux qui va écouter en conférence en France, n'est-ce pas? Il va écouter les plus grands professeurs en France. Il y aura des gens comme Yankelevitch, comme Alki, un professeur remarquable, comme Jean Vol, etc. N'est-ce pas? Sans compter évidemment des gens comme Carpilem et Candillac. Bref, un tas de gens qu'il va écouter, dont il suit les cours, et où il va former donc son esprit de futur philosophe. Avant ça,
Il faut quand même dire qu'à l'université, à Dakar et au collège de Dakar, il s'est quand même formé déjà dans le syndicalisme étudiant et par ailleurs aussi dans le scoutisme, qui est assez rare. Il a fait du scoutisme et ça l'a marqué parce qu'il y reviendra plus tard. Et c'est peut-être là qui nous étonne le plus dans les vacances qu'il va passer avec de grandes vacances et de grands. Il aura aussi une période de militantisme étudiant quand il s'est associé au comité de soutien au Vietnam, des choses comme ça. Ce qui veut dire évidemment à Paris, comme ici, tracts, manifestations, etc. Malgré tout, j'ai l'impression que c'est un garçon assez calme, qui ne crée pas trop de problèmes aux gens qui l'encadrent. Les amis français, il en a beaucoup. Ça, c'est un peu surprenant. Il en a vraiment beaucoup. Et j'y reviendrai. C'est quelque chose qui est quand même assez caractéristique chez lui, cette capacité d'avoir des amitiés de toute espèce, n'est-ce pas? Des gens de tout bord, et qui semble que chez lui, ce n'est pas seulement des connaissances ou des relations, ce n'est pas seulement des rencontres, ce sont vraiment des amis. Bref, tout cela va aller, sa petite histoire va rencontrer la grande histoire, va rencontrer mai 68 en France, et on a une grande belle description de mai 68, et ça va aussi rencontrer De Gaulle, les problèmes de Massu, les problèmes de l'Algérie, et pour lui, plus particulièrement, l'élimination de Kwame Nkrumah au Ghana, qui est la première grande déception qu'il a concernant l'Afrique. C'était la chute de Nkrumah. Je crois que pour nous tous, ça a été quelque chose d'assez tragique. Quant au niveau de l'agrégation, je n'ai jamais compris finalement. Tu l'as passé ou tu ne l'as pas passé cette agrégation? Je l'ai passé et elle est lamentablement échouée. Eh bien ça, il ne dit pas. Il ne dit pas. Par contre, il nous parle longuement de sa préparation, du fait que ça a été ajourné, qu'il est retourné au Sénégal, et très discrètement. Je n'avais pas compris ce qui était passé ou pas passé. Tellement c'était. Il faut dire aussi qu'il jouait au cartes en attendant les résultats, ce qui n'était pas certain. Alors, ce qui ne l'empêche pas de revenir au Sénégal, sans avoir l'air d'être d'ailleurs du tout ennuyé par cette affaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Il rentre au Sénégal. On l'envoie comme professeur à Blaise Diagne, d'ailleurs, après 2 autres affectations, la première qui est à Boulogne d'ailleurs, on l'envoie au lycée des filles de Thiès, à l'école normale des filles de Thiès. Et là-bas, on fait sentir, on ne lui fait pas sentir, mais là-bas, on téléphone, on avertit Dakar qu'on ne veut plus de professeurs masculins. Et lui qui était tout content d'être là-bas, finalement, il reçoit, le proviseur n'ose rien lui dire, la dame proviseur n'ose rien lui dire, il donne rendez-vous le lendemain, et entre-temps, il reçoit l'avis qu'il est invité à Ziguinchor. Ce qui ne l'arrangeait pas, parce que quand même, Thiès était quand même à Ziguinchor, on se dit, si même il est en train d'accepter d'y aller, parce qu'il était extrêmement souple à n'importe quelle affectation. Et de là, on lui dit non, il faut venir à Dakar. Finalement, il est à Blaise Diagne, qui était évidemment fort bien. À Blaise Diagne, il va nous raconter ses premiers cours, les affres d'un professeur qui lui a donné cours la première fois devant toute une tapée d'étudiants, comment les étudiants l'ont reçu, comment il a pu assez facilement créer le contact, ça ne nous étonne pas. Et finalement, comment il a essayé là des méthodes actives qui à l'époque n'étaient pas du tout l'attitude. Et c'est aussi à ce moment-là, n'est-ce pas, qu'il a un débat avec Sambor, à partir évidemment d'un certain discours, une saison de prix, un certain discours, il avait attaqué Sambor, n'est-ce pas, parce qu'il était de gauche.
Il a attaqué Senghor sur le plan de ses idées, il n'était pas d'accord avec sa politique. Et là-dessus, Senghor a eu un débat avec lui, se rendant compte à ce moment-là qu'il est dans l'opposition, mais Senghor ayant aussi ces caractères-là, était capable de comprendre quelqu'un qui était dans l'opposition. Je crois qu'il n'y a jamais eu de vrai problème en ce moment. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment des discussions intimes? Non plus. Hein? Non plus. Vous êtes restés à distance comme ça. Tandis que nous savons très bien qu'avec Cheikh Anta, par exemple, il a été au RND, il a été parmi les premiers de l'RND. Après, il est sorti du RND, mais il est resté ami avec Cheikh Anta. On continue à voir Cheikh Anta, etc. Et finalement, vous savez ainsi qu'il est passé au PS et qu'il a été ministre de la Culture. Bon, entre-temps, avant d'être ministre de la Culture, il a d'abord passé à être en tout. Combien de temps il est resté en tout à la fin? 30 ans, ça fait. Compte tenu qu'il a été ministre pendant combien? 6 ans. 6 ans ministre. Ah oui, de ce temps-là, ça tenait longtemps, les bref, il a fait, évidemment, il a été cofondateur du SAS, cofondateur de la radio, et quand il prend son année sabbatique en 85, c'est pour faire enfin ce doctorat d'État, qui sera intéressant, un doctorat sur le système de numération en Afrique, qui suppose toute une enquête, n'est-ce pas, qu'il a pu faire dans différents pays africains pour faire ça. Bon, je passe sur les histoires de professeurs, etc. Donc, il parle beaucoup de ses collègues, il parle beaucoup de ses condisciples, il parle d'Alassane Daou, qu'il a récupéré, le vieux malin d'Alassane, il a récupéré, quand il a écouté son discours pendant cette saison d'écrit. Bon, bref. Il continue jusqu'à aujourd'hui. Je voulais vous dire simplement que le philosophe est toujours présent. Quel que soit l'endroit où on ouvre le livre, moi je le lis comme ça, hein. Je n'ai pas lu ça en suivant. Je suis très anarchique. Donc, j'ai lu ça comme ça, et partout je rencontre le philosophe. Et qu'est-ce que je pourrais en dire en gros, en résumé? En résumé, je dirais que j'étais frappée d'abord par son humour. C'est quelqu'un qui, à tous les coups, trouve le mot pour rire. Et très souvent, c'est à ses propres dépens. Hein? Il se met en scène dans une situation ridicule où il a fait une gaffe, où il a fait une erreur. Et lui-même, il rit. Il rit de l'erreur qu'il a faite. C'est assez rare, ce genre de choses. C'est assez rare. Par contre, voilà, par exemple, ici, très amusant cette affaire-là, quand il avait été malade, encore tout petit, hein, il avait 6-7 ans. C'était la première année qu'il devait aller à l'école. L'histoire de calendrier. Alors, il ne trouve rien de mieux. Comme il voulait aller à l'école, qu'il n'était pas encore guéri, qu'on avait dit qu'il devait rester à la maison, il n'avait rien trouvé de mieux que le petit calendrier. Vous connaissez les petits calendriers sur des pages, on enlève tous les jours une page. Alors, pour faire avancer le temps, il avance une série de pages. Hein? Et puis après, il va dire à son papa, voilà, tu m'as dit que je devais aller tel jour à l'école, mais voilà, tu vois, demain on est tel jour. Les parents, ils se demandaient pourquoi est-ce que les parents rient comme ça. Les parents étaient morts de rire, évidemment. Hein? Ils croyaient les tromper. L'affaire de Zigachon, l'affaire de Thiès aussi, voilà, il nous fait rire là-bas. Il nous fait rire aussi quand il va à Bamako, son premier voyage, et qu'il nous parle de sa grand-mère qui s'enduisait partout du beurre de karité. Et il se fait qu'il déteste le beurre de karité. Il n'aime pas le beurre de karité. Mais cette grand-mère, elle voulait l'embrasser tout le temps. Et lui, le pauvre, elle en mettait du karité, elle en mangeait, elle en mettait sur son corps, elle en mettait partout, sur ses cheveux. Mais au bout de 5 minutes, on rigole, quoi. On est dans la situation. Alors, une autre de ces gaffes magnifiques, c'est quand il est à Genève pour une conférence et qu'il va parler pendant
1 heure de Cheikh Anta Diop, et que pendant 1 heure, il va parler de la mort de Senghor au lieu de dire la mort de Cheikh Anta Diop. Et ça n'est pas rendu compte sur place. Ce n'est qu'après qu'on lui a fait remarquer, gentiment. Mais nous, on rit. Nous, on rit. Et c'est ça. Bref, ce que, à part l'humour, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je crois que je peux dire que c'est l'ouverture d'esprit qui m'a semblé la caractéristique la plus étonnante, la plus dominante chez notre ami. Depuis son... Il apprécie des choses tellement différentes. Par exemple, il adore le jazz en musique. Le fameux John Hackett. Il adore le jazz et à côté de ça, il s'émerveille devant le lac des Cygnes, n'est-ce pas, qui est de la danse purement classique au théâtre. Par ailleurs, on le voit goûter vraiment la fondue suisse, mais en même temps, il est capable d'apprécier l'igname qu'il découvre vraiment au Mali. Des choses très différentes. En Europe, c'est la même chose. En Europe, on est étonné parce que presque chaque fois, toutes ces rencontres, toutes ces découvertes, il fait des réflexions positives. Un tas de gens que j'ai connus, un tas d'Africains que j'ai connus, se plaignent de l'Europe d'abord. Là, parfois, ils font quelques agréments en Europe. Lui, c'est le contraire. Chacun de ses voyages, chacun de ses séjours, il a un tas de bons souvenirs d'Europe. Il fait un tas de découvertes. Il va dans les musées, il va dans les cathédrales, hein, il va voir des sites. Il s'émerveille de la beauté, n'est-ce pas, des sites qu'il rencontre. Il est ouvert à l'esthétique d'un autre. C'est pas évident. C'est pas évident. N'est-ce pas, quelqu'un qui aime les musées, je n'en connais pas beaucoup. Quelqu'un qui aime les musées, il y a beaucoup de gens qui aiment les musées, mais pas tellement des Sénégalais. Pas tellement des Sénégalais. D'ailleurs, pas davantage de Camerounais. Et donc, ce qui est beau m'intéresse. Ce qui est beau le séduit. Ce qui lui semble beau. Et d'autre part, tout ce qui peut l'instruire. Alors là, les bibliothèques, non pas. Je les connais toutes. Il a travaillé dans toutes les bibliothèques. Et le livre est évidemment, mais ça c'est normal pour un professeur. Et par ailleurs, bien sûr, il a de temps en temps des petits incidents racisto-ridicules, du genre petit conflit avec un flic qui lui demande des papiers ou qui l'empêche de traverser la recherche comme ça. Mais jamais chez lui il ne dramatise. Jamais il se dit victime. Il en rit. Il prend toujours les choses par l'humour, ou parfois par la prudence, pour ne pas envenimer les choses. Mais cette capacité de mettre à distance, des choses qui finalement n'ont pas une importance énorme. Ce sont de la mesure, c'est quand même assez extraordinaire. Mais plus que tout, je crois ce qu'il aime, c'est les voyages. Alors les voyages, il va en faire énormément. Et puis son corps radicaliste, n'est-ce pas? Et rencontrer un tas de gens. Il nous parle beaucoup de toutes ces rencontres. Et chaque fois, ce qui est étonnant chez lui, chaque fois, il voit des qualités aux gens qu'il rencontre. Il voit des choses à dire positives. Bref, dans l'ensemble, on peut dire que sur le plan politique, par exemple, il n'y a pas de règlement de compte. Même ses adversaires politiques, on a l'impression que tout il leur trouve quelque part une excuse quand il a l'Assemblée. Même sur le plan personnel, c'est pas tout ça qui est un jour fichu dehors à l'université, même lui, finalement, qui ne le charge pas. Il y a une espèce de mansuétude, de bienveillance vis-à-vis des gens. De bienveillance. Et je me suis demandé d'où ça venait tout ça. Finalement, ce sont des qualités bien d'ici qu'il a personnellement développées. Cette espèce de discrétion, cette espèce de modestie, ça s'appelle, je crois, laquelle ça? Et par ailleurs, sa capacité de supporter les choses, de supporter les ennuis, de supporter la maladie, ça s'appelle
le monde. Non? Donc, en gros, vous voyez, je ne vais pas parler d'écrivain, je ne vais pas parler vraiment de l'homme politique, du diplomate encore moins. J'ai essayé de parler un peu du philosophe devant les choses, n'est-ce pas? Et de cette sérénité souriante, de cette bienveillance, dont on ne sait pas toujours si c'est une conquête ou si ça lui est naturel. Peut-être un peu les deux à la fois. Je vous remercie. Merci Liliane. Tu as pris un peu plus que les 20 minutes qui t'étaient imparties. Je n'oserais pas. Mais je vois que on a donné envie à tous ceux qui t'ont entendu de lire ce livre, qui est d'une richesse incroyable, une richesse qui tient à la qualité de l'homme, à son expérience de vie. Je te remercie, n'est-ce pas, de la présentation chaleureuse que tu viens d'en faire. Merci. À partager un moment de réflexion avec Mme Liliane Christodoulou, qui nous a donné maintes occasions d'apprendre de bonnes choses à travers ses conférences et ses nombreuses publications. Je voudrais la remercier publiquement au nom de tous les gens de ma génération. Quand allons-nous célébrer Mme Christodoulou en sa présence pour tous les services rendus à la littérature francophone? En tout cas, nous avons le devoir de la fêter pour la remercier de l'immensité des recherches qu'elle a effectuées dans le domaine de littérature orale et écrite d'Afrique. C'est un honneur et un privilège d'être à côté de M. Cheikh Abdou, une autre grande personnalité des lettres, qui a largement contribué au rayonnement universel de la littérature chez nous. Je salue M. le conseiller spécial du président de la République, qui est pour nous, homme de lettres, d'abord un membre éminent de la communauté d'intellectuels et de créateurs de notre pays. Je remercie enfin M. le professeur Abdoulaye Moukane, qui a accepté à plusieurs occasions de m'associer à ces activités de création littéraire. La première fois, c'était en 2000, à l'émission Regard de M. Sadakan, en compagnie de mon ami de Moundouba, professeur à côté de nous. Aujourd'hui, c'est pour une autre séance de présentation beaucoup plus prestigieuse, au regard de la présence massive d'honorables invités, à qui j'exprime toute ma déférence. Ceci dit, je vais essayer de parcourir le texte au fil du récit. Bien sûr que je n'aurai pas beaucoup de choses à dire, puisque Mme Kessero a été assez exhaustive. Mais je peux dire que Abdoulaye Moukane s'est montré dans son livre tel qu'il a voulu qu'on le voie et tel qu'il est foncièrement, selon moi. Il a choisi de dire de lui-même ce qui méritait d'être retenu. Peu importe ce qu'il ne nous a pas livré, seul compte pour nous sa bonne foi. Il fait bien de s'être efforcé de faire correspondre son moi social et son moi créateur. Et sur un autre plan, son ethos prédiscursif et son ethos discursif pour utiliser des concepts consacrés par l'analyse du discours littéraire. Dans l'avant-propos qu'il consacre à cet écrit d'une remarquable sincérité, il nomme son projet par des mots ou expressions assez variés. C'est tour à tour un texte, un récit de vie. Une méditation en pointillé, je pourrais ajouter, en attente d'un lecteur idéal. L'intérêt, c'est de destiner à un lecteur capable de retrouver les implicites de son discours. Si le propre du récit est de se présenter davantage comme un texte oral ou écrit, à caractère impersonnel, le discours, pour sa part, apparaît comme un ensemble d'énoncés plutôt de type subjectif, qui engage un sujet ou est destiné à un sujet.
On retiendra que Philosophie sauvage tient à la forme du récit et du discours. L'auteur précise d'ailleurs que les destinataires premiers ou légataires sont séparés de leur ascendant par un fossé des points de vue de l'âge et de l'environnement culturel censé en mutation. Ce livre, qui est d'une très grande clarté et d'une remarquable simplicité, est à l'image du personnage que son auteur représente dans la vie réelle. D'ailleurs, dans son cas, la simplicité a un autre nom, c'est l'humilité, qui est l'apanage des saints et des sages. Au nom d'une grande sagesse, le titre et le sous-titre de son ouvrage expriment dans une profonde unité et en termes imagés cette identité de témoin que lui-même revendique dans son propos d'ouverture, mais surtout celui d'un observateur immergé dans le monde qu'il relate. Sa philosophie sauvage semble répondre à certains endroits à la mentalité primitive de Lucien de Vibrul, qui a dû avouer, revenant au terme d'un long parcours scientifique exemplaire sur ses propres affirmations, que la pensée sauvage n'était au fond ni la pensée des sauvages relevant d'une mentalité primitive, ni une pensée prélogique. Il faut plutôt entendre ici, par philosophie sauvage, l'expression de la pensée philosophique dans son jaillissement le plus naturel et le plus spontané, c'est-à-dire le plus pur dans son rapport direct avec le vécu du philosophe. Je vais m'arrêter un peu pour demander pardon à mon maître Moussé Diagne et à mon maître Abdoulaye Eliman Kane d'avoir la prétention de philosopher. L'expression « la vie a de longues jambes » dans la langue native de l'écrivain et dans la langue wolof qu'il a acquise socialement, authentique énoncé des péripéties d'une trajectoire humaine, est également pour l'écrivain Abdoulaye Eliman Kane le constat des vérités formulé par un homme qui a acquis la sagesse des grands penseurs au terme de nombreuses pérégrinations. Car on retiendra principalement de l'auteur de Philosophie sauvage l'image d'un grand voyageur, en train et en TGV, et par bateau, dans les navires prestigieux de nos mythiques que sont le Boy Mogdad, le Lyoté et l'Anserville, au contact de la diversité humaine. Mais son voyage spatial se double toujours d'un périple à travers la pensée philosophique ou simplement existentielle. Au fil du texte suggéré ou convoqué, on sent la présence de représentants majeurs de la spéculation ionienne, Thalès de Milet, issu d'une lignée de prêtres et d'astrologues, Héraclite d'Éphèse, penseur de l'écoulement permanent, et de leurs contradicteurs, les Éléates, dont Parménide et Zénon d'Élée, mais aussi du Socrate platonisé. J'utilise une formule de Micheline Sauvage, de Hegel, de Proust, Aimé Césaire, Cheikh Amadou Kane, etc. De nombreux thèmes apparaissent au fil de son récit: amitié, fraternité, famille, ou plutôt communion familiale, mais aussi directement en relation avec la stratification sociale. Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Kesselo. Ceux de la division en classes et castes, de la sorcellerie et de la magie que l'on retrouve par ailleurs dans ses écrits romanesques. Tout est suggéré, affirmé ou assourdi dans la distribution en deux grandes parties, éclatées en sous-parties de cet ouvrage d'une remarquable écriture. Les titres choisis suggèrent des noms de philosophes: Emmanuel Kant pour Métaphysique des mœurs, Jean-Paul Sartre pour Les chemins de la vie, par exemple. Si l'auteur de Philosophie sauvage, ouvrage qui rappelle un autre titre, celui de Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, n'avait pas été romancé, je n'aurais pu écrire une critique de sa métaphysique des mœurs, disons une critique de la raison pratique, à l'opposé de M. Moussé Diagne, pour la mener justement à réexaminer les attitudes et comportements qu'il a décrits et analysés, sans les fonder toujours en raison, disons sans les soumettre à une véritable critique. Mais sa réponse est déjà inscrite dans ses fictions sous forme non de postulat, mais d'énoncés, soumis à un lecteur hermétique. Ainsi, devant les questions liées à la stratification sociale, à la sorcellerie et à la divination, il appartiendra à chaque lecteur de donner sa réponse. Le récit délivré par Abdoulaye Eliman Kane se donne comme parole à Sceaux et à Gambarde, selon une formule de Montaigne. C'est une pensée en mouvement, pour citer Staroveski au sujet des écrits de Montaigne toujours. Disons pour notre part, une pensée assujettie sans cesse aux variations dans l'espace et dans le temps, soumise à d'incessants allers et retours. Évidemment, c'est le temps qui est questionné
Ce faisant, et le discours biographique se fait alors kantien dans la métaphysique des mœurs ou proustien dans l'étirement de la durée évoquée. Philosophie sauvage témoigne de la sincérité d'un homme vis-à-vis de lui-même et d'une famille qu'il aime et respecte, comme l'illustrent les données iconographiques qui complètent si harmonieusement et éclairent l'aventure scripturale. Car tout dans la relation texte-image est voulu, réfléchi, mesuré à l'aune de son sens de la famille et à son attachement aux liens de parenté et d'amitié. Philosophie sauvage est un dialogue de l'écrivain avec lui-même et avec des êtres chers vivant ou morts. C'est un corpus et une iconographie destinée à la postérité et qui institue une singulière archive au sens foucaldien du mot, de strates découpées dans le discours social global d'une époque. Madame Christelot l'a signalé d'ailleurs tout à l'heure. L'ouvrage de Kant, qui figure parmi les écritures du mois, mémoire, journal, journal intime, cahier, carnet, autobiographie, etc., pose un problème de placement ou de définition comme conscience située et jetant en même temps un regard exploratoire sur l'avenir qui chaque jour portera des promesses de changement jamais définitives. Car il semble profondément peut-être que chaque jour sera un autre jour et que les générations se succéderont sans jamais se ressembler. Abdoulaye Ibn Khan n'a pas produit que des données fossiles, comme il convient de faire souvent dans l'écriture des mémoires et des carnets. Il a posé les fondements d'une métaphysique non spéculative, nourrie par des données pratiques soutenues par un goût poussé pour l'anecdotique qui, chez lui, n'est pas un défaut. Car il prend la forme d'un art consommé de la détente par l'humour qui donne à son lecteur l'envie de continuer. On retrouve cette heureuse propension même dans sa production romanesque, en particulier dans Les Magiciens de Pythagore et Marguerite. Un mot sur certains genres, comme la biographie, l'autobiographie, la fiction et autres genres. Je veux dire la question générique. La biographie n'est pas un genre strictement littéraire. Elle raconte la vie d'un homme sur sa demande ou celle d'un éditeur. Elle est souvent réalisée par des journalistes, des historiens ou des personnes privées. Quant à l'autobiographie, elle a été définie par Philippe Lejeune comme la correspondance dans une œuvre de fiction entre l'auteur, le narrateur et le personnage central. Hélas, on confond souvent autobiographie et roman autobiographique, en oubliant que l'adjectif qualificatif est important dans le second cas. Mais ce projet se heurte à sa stricte mise en œuvre dans certaines œuvres, comme le roman de Javier Cerca, Les soldats de Salamine, au cours du déploiement de celle-ci. Le livre brisé de Serge Dubowski semble hésiter pour sa part entre l'autobiographie et le roman, puisqu'il associe les exigences du jeu et du monde référentiel. Ce que l'autofiction ajoute à l'autobiographie, c'est le romanesque et le volet esthétique. Elle intègre donc l'expérience de l'analyse psychanalytique, la thématique et la production de texte. L'autonarration, enfin, peut être appréhendée comme une fonction susceptible d'être rapportée à l'une ou à l'autre. Ce que son dernier ouvrage enseigne, c'est surtout qu'Abdoulaye Ibn Khan est un intellectuel accompli. Il faut comprendre d'ailleurs par ce mot bien galvaudé, un être dans le monde assumant à la fois un statut et des rôles, ou plus exactement des postures courageuses, en rapport avec les circonstances. En fait, la conscience de l'intellectuel est une conscience située, qui ne se contente pas d'acquis définitifs. C'est dire qu'on peut parfois, malheureusement, garder le statut et perdre les rôles, ce qui n'est pas son cas. Ou pour le dire autrement, il s'agit chez lui davantage d'une quête interminable des rôles que d'une possession frileuse, ce qui renvoie à sa nature de vrai philosophe. Je saute sur quelques aspects pour terminer, peut-être, en affirmant fortement que ce livre me concerne à plusieurs titres. D'abord parce que l'auteur a eu la grande amabilité de m'associer à cet important moment de réflexion. Ce mot lui-même, comme l'a rappelé Gilles Sauvage dans un ouvrage intitulé L'aventure philosophique, se décompose en ré qui est un retour et flexion qui est une brisure, ce qui correspond à un reflux vers ce que nous avons de plus intime.
Sur un autre plan plus terre à terre, il évoque un espace urbain que j'ai eu la chance de connaître, bien sûr, bien après lui, de Dakar du Plateau et de la Médina, pour moi, pendant les premières années, les premières heures de l'indépendance. Le frère de mon père, qui était aussi mon homonyme, Birahim Thioune, couturier de renom, avec pignon sur rue, après le studio Sara Kassé, vers Cœur du Foncé, vous avez compris, Cré du Foncier, dans un atelier de couture lié par une Française, installée de longue date dans la capitale sénégalaise, et qu'on a appelé, pour aller vite, Madame. Tout ça. Je passais certaines journées dans cet atelier, dans le bruit assourdissant des machines à coudre. Lorsqu'il m'arrivait de quitter la banlieue de Pikine Daouda, appelée alors Cité Dortoir, en car CG, comprenez cars gouvernementaux, pour le plaisir de flâner en centre-ville, pour me rendre au centre médical des écoles ou pour des besoins d'examen scolaire. Ce livre me concerne également parce qu'il évoque des manières de lecture condamnées au lendemain des indépendances par les élites qu'ils ont façonnées, bien connues sur l'appellation de Mamadou Idinta ou pour les chercheurs Séri Daven. Je viens de lui consacrer un livre qui reprend l'essentiel de la thèse que j'ai soutenue il y a quelques années à Montpellier 3. Quelques anecdotes mentionnées par l'écrivain Khan me reviennent en mémoire. Je n'évoquerai pas le combat épique qui a opposé le fou errant Doli Doli, armé d'un coupe-coupe et d'une hache, à un maître d'école coranique, un homme bien du terroir, un bon lutteur, mais qui ne vit sa victoire que dis-je son salut. Car un galgal, pour Madame Questono, il faut comprendre du clé en lutte sénégalaise, consistant à croiser sa jambe avec celle de son adversaire de manière à l'immobiliser et à le déséquilibrer. Alors cette victoire de ce Selim Dara, les habitants du quartier l'ont identifié en galgal mystique. Je n'évoquerai pas la chevauchée infernale du jeune Abdoulaye. L'animal fougueux qu'il a monté ce jour-là lui a peut-être donné la figure du cheval d'homme dans Makerek. Je ne le dirai pas. J'ai beaucoup aimé, entre autres, celle du jeune Abdoulaye malade d'une conjonctivite et qui s'impatiente d'aller à l'école, n'est-ce pas, Madame Kesselo. Le rendez-vous fixé par le médecin lui paraissait lointain, il ne trouva qu'au moyen d'obliger son père à le ramener plus vite en consultation que d'arracher 5 feuilles du calendrier, un almanach à éphéméride, ruse touchante d'enfant, qui ne manquera pas de déclencher amusement et franche rigolade. Dans les univers romanesques de Cannes, on est pris. On rit beaucoup. L'atmosphère est parfois détendue, souvent détendue, et les personnages distillent souvent la bonne humeur. Le champ politique donne également lieu à des situations cocasses. Par exemple, le jour de la passation de pouvoir au palais présidentiel, après la victoire de l'opposition animée par Abdoulaye Wade, certains élus massés devant l'église de cette prestigieuse présidence ont compris, au regard de la durée de la cérémonie, que Diouf voulait garder prisonnier Wade et lui arracher la victoire. La foule a alors brandi la menace de brûler le palais présidentiel si cela arrivait. Voilà rapidement parcouru, mesdames et messieurs, je voulais aller vite, ce grand livre des mœurs, livre de voyage au bout du passé, qui est également un voyage dans la tête, pour reprendre une formule de l'auteur de Philosophie sauvage. En espérant avoir découvert quelques implicites de ce beau témoignage d'Abdoulaye Khan, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, professeur Thioune. Je vous remercie de la présentation que vous avez faite dans des délais qui ont été convenus, avec une sympathie que je retrouve dans les écrits que vous avez consacrés à la popularité, à la tragédie d'Abdoulaye Khan. Une finesse d'analyse, une pertinence dans cette analyse et une sympathie dont je tiens à vous remercier. Et vous me donnez l'occasion de le faire publiquement aujourd'hui même. Je voudrais à présent donner la parole à un protagoniste du récit il s'agit de Hadi Dia, qui est un membre appartenant peut-être à la 3e ou 4e génération de cette famille
des descendants d'Alpha Siré, et qui est lié à Abdoulaye Eliman comme moi-même. Il a été le premier à avoir consacré une longue analyse au recueil de poèmes pour lequel j'ai eu le jasmin d'argent qui s'appelle Les remparts de la vérité. Pourquoi est-ce difficile de parler après ces illustres personnalités? C'est parce que pour l'essentiel, ils ont dit l'essentiel de ce livre. Parmi les trois intervenants, je suis le seul philosophe, mais je ne vais pas parler en philosophie sauvage, comme tu l'as dit, rappelle Pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. Et comme tout à l'heure on avait parlé de la présence de Césaire dans le texte de Abdoulaye Eliman Kane, on sait aussi que Claude Lévi-Strauss fait partie de la race des traîtres, la trahison des anthropologues, comme dit Hélène. Ceux-là qui ont contribué à montrer que les cultures n'étaient pas hiérarchisables, il n'y avait pas de culture inférieure ou supérieure à une autre. Le sous-titre de ce livre s'appelle La vie à de longues jambes. Alors ce qui est très curieux, c'est quand j'ai dit que c'était une phrase de Poulard, à donner une vue du poème, il y a eu des Wolof, comme Ousmane Tanor, bien qu'il soit mitigé de Sérère, on dit non, non, ce n'est pas du Poulard, c'est du Wolof. Bon, en tout cas, admirer une fois, c'est vraiment une expression typique de chez nous. Maintenant, il est possible que les Wolof aussi soient d'accord. Dieu m'a dit par exemple, si je vais parler comme ça. Alors, je voudrais d'abord, avant de parler du roman proprement dit, puisqu'on a prononcé le nom de roman familial, rappeler les liens de famille qui unissent ces trois personnes autour de cette table, c'est-à-dire Abdoulaye Eliman Kane, Cheikh Hamidou Kane et moi. Abdoulaye Eliman Kane s'appelle Abdoulaye Eliman Kane parce que son père s'appelle Eliman. Eliman est le fils de Racine. Racine est le fils de Alpha Siré. Cheikh Hamidou Kane s'appelle Cheikh Hamidou Kane, fils de Lamine. Et Lamine, fils de Cheikh Hamidou, son homonyme, Cheikh Hamidou, qui est fils d'Alpha Siré. Abdoulaye Eliman s'appelle aussi Eliman, est fils de Eliman. Eliman qui est frère de Binta Racine, que tout le monde connaît sous le nom de la grande voyante. Et moi-même, je suis le petit-fils de Mariam Racine, dont le père est Racine, et le père aussi de Aboubakri Kane, fils d'Abdoulaye, Abdoulaye fils d'Alpha Siré. Voilà les trois points qui nous réunissent et qui nous vaut l'honneur d'ailleurs d'être invité à cette table, parce que je n'étais pas probablement le mieux placé. Ensuite, rappeler le professeur. Abdoulaye Eliman Kane a été mon professeur d'épistémologie de la deuxième année, du L2, on le disait, à la maîtrise. Je n'étais pas un élève très mauvais, mais je n'ai jamais dépassé 14 avec le professeur Eliman Kane, tandis que les Mamou Sédiane ici présents me versaient des notes beaucoup plus intéressantes. Toujours est-il qu'avec Abdoulaye Eliman, j'ai vraiment appris le roi courant. Le roi courant, les gestes de la parole.
Rappelez aussi, toujours dans ses souvenirs de professeur, que Abdoulaye Elimane Kane a fait partie de mon jury de maîtrise, jury dirigé par mon professeur Mamou Sediane, ici présent, en présence du professeur Boubacarli, ici, je suis très ému. Voilà exactement les membres de mon jury, en l'absence de Aloïse Raymondiaï, qui était le 4e membre. Rappelez aussi que pendant cette même soutenance, une petite anecdote, hein, quand j'ai voulu faire un mémoire sur Ndiaga Mbaye, comme signe de d'une culture, certains professeurs me disent, mais franchement, Amélie, tu es fou du monde, là, tu aurais pu faire une thèse sur Heidegger, tu vas faire sur Ndiaga Mbaye. Et personne d'ailleurs ne voulait diriger un mouvement consacré à Ndiaga Mbaye. Il a fallu. Et ça, c'est vraiment, je l'appelle mon maître, il a fallu Mamou Sediane pour dire, viens, moi je vais diriger ce mémoire de maîtrise. Et je suis content de cela parce que le résultat, tout le monde a fait maintenant des maîtrises sur les cultures africaines. Sur Moussoulou, sur tout le reste, et consort. Et ils étaient un peu déstabilisés, si j'ose dire, le jury, parce que c'est pour la première fois le théâtre national d'Agnès Ferraro, l'ensemble lyrique, il était qui à l'université, c'est la première fois. Et quand nous sommes venus à le temps pendant que les gens parlaient, ça a été extraordinaire. En fait, je pense que à Blaise, j'ai fait comme une soutenance agréable, non? Avec, comment on appelle, les Jim, les Ndiaga Mbaye, les soeurs Mambafal, les Kharbay Madiaga, avec tout le monde à ma soutenance sur Ndiaga Mbaye. Il y avait tout ça là, dans les salles de témoignages de Ndiaye. Il y a aussi entre Abdoulaye Elimane Kane, Cheikh Hamidou Kane et moi-même, un point commun. Nous avons fait la même école coranique dans les mêmes lieux, au Fouta. L'école française, à Saint-Louis. L'un à Blanchot, l'autre à l'école des fils de chef, parce que c'était un fils de chef, et moi au lycée populaire Château. Ensuite, nous avons fait tous les trois philosophie de Cheikh Hamidou Kane a d'abord fait une licence de philosophie avant de faire une licence de droit. Abdoulaye Elimane Kane a fait également de la philosophie. Et tous les deux, nous nous sommes retrouvés professeurs de philosophie. Anecdote très intéressante, c'est lui qui me l'a raconté, il raconte des élèves fous, j'ai eu un très bon professeur de philosophie. Je me demande c'est qui? Hamidou Dia. Alors moi, je dis, j'ai eu un très bon professeur de philosophie, on me demande c'est qui? J'ai dit Abdoulaye Elimane Kane, Mamou Sediane. Alors, mais c'est une question de génération, simplement. Donc, maintenant pour en venir après ces précisions qui me semblaient utiles, hein, parce que c'est vraiment un roman familial, sans les aspects freudiens, hein, de quelqu'un qui invente, parce que le roman familial au sens de Freud, c'est un peu quelqu'un qui réinvente son enfance, etc. C'est donc un véritable roman familial. C'est le récit d'une expérience humaine racontée d'une plume alerte qui se déroule dans l'île Amorphile. Et j'ai eu, moi, beaucoup d'émotions en lisant cette partie. Tous les lieux nommés sont des lieux que j'ai connus, que j'ai fréquentés. Saldé, c'est là où j'ai fait la primaire. Voilà, c'est là où nous allions, souvent en vacances, parce qu'il y avait son père et la sœur de son père qui était là-bas. Voilà.
Diarragué, dont il dit qu'il a un parent. Et il faudrait que tu me dises, il manque qu'il est ce parent parce que mon père est de Diarragué. Tu faisais des escales à Diarragué. Et surtout aussi, je dois l'ajouter, Mme Koudi, qui est sa maman, qui est la maman d'Abraham Mankan, est l'une des personnes qui m'a raconté le mieux mon père. Puisqu'elle a vécu avec mon père à Saldé, et que moi que j'ai perdu mon père quand j'avais 6 mois. Donc l'essentiel de ce que je connais de mon père, c'est grâce un peu à ces gens-là. C'est pourquoi la lecture de ce roman m'a profondément bouleversé. C'est comme s'il volait un petit peu ma propre vie. Alors, y compris les aspects un peu magiques de ces livres-là. Il y a des aspects un peu magiques, il y a des histoires qui ne racontent pas d'ailleurs, hein, dans ces aspects magiques. Dans ce Fouta foisonnant de faune et de fleurs, de faune et de flore, pardon, vivant, riche, ce Fouta qui malheureusement n'existe plus depuis cette sécheresse-là, et j'ai toujours des larmes aux yeux quand je vois ce Fouta qui jusqu'aux années 65 existait encore. Nous avions des lions, nous avions des panthères, nous avions un grand fleuve avec des hippopotames, des crocodiles, etc. Et même les noms des villages évocateurs, j'étais là-bas. Daikara, Karaound, ça c'est là les magiciens. C'est aussi des livres que moi-même j'ai fréquentés. C'est pourquoi il est difficile de parler de ce livre comme un critique littéraire. Il est étranger. Je vais terminer tout de suite, Ousmane Sène. Madame Liliane Questelot a dit tout à l'heure que ce n'était pas une autobiographie, que c'était des mémoires. Pour des raisons qu'elle a expliquées. Mais moi je tiens que c'est à la fois des mémoires et une autobiographie. Parce que dans les mémoires, on raconte de sa vie que ce qui a rapport avec la fonction physique, avec la vie publique, dans la mémoire. Or ici, il y a des trucs extrêmement privés et des trucs qui relèvent aussi de son passage, de sa vie publique. Donc, je disais que j'ai eu moi un plaisir à lire ce livre. Évidemment, Mme Questelot a beaucoup insisté sur l'aspect philosophique de ce livre, puisque beaucoup de philosophes sont convoqués. Nommément. Et parfois, ils traversent de manière silencieuse, de manière oblique le texte. Je pense que quelqu'un comme Schopenhauer, que quelqu'un comme Nietzsche sont fortement présents dans ce livre. Y compris dans le sous-titre, le plaisir et l'ennui. Au bout du plaisir, il y a toujours l'ennui. Exactement l'ennui que j'ai ressenti en fermant ce livre, dont la lecture m'a procuré un immense plaisir. Ce livre aussi a une valeur un peu testamentaire, ça signifie quelqu'un qui est mort, et le Mankan est bien vivant pour des années encore, mais pour la génération actuelle, pour ses petits-enfants, il est très important de lire ce livre et de voir le parcours qu'il a eu. Surtout au moment où l'école publique, n'est-ce pas, à Babac, est vouée aux gémonies, n'est-ce pas? Il est fruit de l'école publique, comme moi je suis fruit de l'école publique, comme Cheikh Hamidou Kane est fruit de l'école publique, comme il est fruit de l'école publique. Quand j'étais plus jeune, quand quelqu'un faisait l'école privée, on regardait, on sabotait, hein, de l'armée. Peut-être que Jean Lafontaine, on était un nulard, hein. Peut-être que les tâches à Togo, oui, ça va être la valeur, ça va être l'allure, ça va être la valeur, ça va être le renversement des valeurs. Comme qu'est-ce que tu fais, mathématiques, maternelle,
sciences expérimentales, mais qu'est-ce que tu fais pas de culot? Ah, ça veut de l'allure. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pas de culot? C'est pour de mieux. Alors, je ne veux pas être trop long. Je voudrais simplement confirmer ce que disait Braille. Dans ce livre, il y a un discours et un récit, comme dans tout bon livre. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a eu, à un moment donné, dans l'histoire de la littérature française, une mode absolument détestable pour moi, qu'on appelait le nouveau roman. Le nouveau roman, illustré par Alain Robbe-Grillet, illustré par Nathalie Sarraute, illustré, comment ça s'appelle encore, l'autre de l'emploi du temps, là, modification. L'autre de la modification. Michel Butor, ouais. Merci, Butor sauve. Michel Butor sauve cette école. Il nous sauve aussi. Et il nous sauve aussi. Et Mamoun Sedan nous sauve aussi parce que c'est un grand monsieur Michel Butor. Qu'est-ce que le gouvernement, je caricature, ça consiste à dire que tous les thèmes se valent, que tous les thèmes sont d'égale dignité, que je peux raconter sur 300 pages une mouche qui vole, c'est aussi important que de raconter sur 3 pages une expérience humaine. Et dans un style absolument réformatif, bon, tout le monde n'est pas littéraire, mais je voudrais dire le mal que j'ai eu, parce que j'étais le livre forcément, hein, quand j'étais à, comment on appelle, au Canada, de ma thèse de doctorat. Le livre s'appelle La jalousie. La jalousie de l'ouvrier, totalement ennuyeux. Jusqu'à présent, aujourd'hui, que j'ai plus de 60 ans, je ne sais pas ce que le livre raconte, sauf qu'il y a de la jalousie qui est plutôt décrite par le rythme des pages, comme ça, ou par des objets, par des... Bon. Il raconte une véritable histoire, une histoire qui est racontée de l'intérieur à la première personne, que les narratologues appellent, n'est-ce pas, intra-homodiégétique. Une histoire racontée de l'intérieur à laquelle on appartient. De Gérard Genette, pour conclure et pour terminer, je voudrais moi aussi m'associer à l'hommage qui a été rendu tout de suite à Liliane Kessolo. Hommage mérité. En 1968, j'étais élève au lycée Charles de Gaulle. Bien que n'étant pas très fort en anglais, ma prof d'anglais m'a offert un livre. Cette prof d'anglais s'appelait Marie Scondé. Ça vous dit quelque chose? Marie Scondé, beaucoup de gens ont dit que c'était d'abord un professeur d'anglais, hein, on ne parle français. Elle a fait servir, elle a fait la Guinée. Elle m'a offert un livre qui s'appelle Anthologie qu'on appelle la littérature négro-africaine. C'est par là que je suis dans la littérature négro-africaine. Donc si je découvert Senghor, David Diop et consorts, c'est grâce à Liliane Kessolo que je le dois. C'est une très grande dame de lettres qui mérite effectivement le mention d'anglais. M. Kahn nous propose à notre plaisir un livre bien écrit. C'est un philosophe, mais il n'y a pas de douleur philosophique, il n'y a pratiquement pas de concept philosophique. C'est écrit dans la langue de tous les jours, mais avec une très belle maîtrise de l'écriture. C'est pourquoi les philosophes devraient davantage écrire. Parce que tout quand ils se mettent à écrire, ils écrivent très bien, hein, n'est-ce pas? Regardez ça, les mots. Quel magnifique livre, hein? Camus. Et lui aussi, c'est un peu dans cette ordre-là. Ce n'est pas parce qu'on pourrait penser que c'est un livre savant, un livre pédant, etc. Alors, il n'est ni savant ni pédant, mais derrière les éléments qu'il raconte, il y a une profonde méditation sur le plaisir, sur l'ennui et sur la maladie. Et le tout raconté sur un ton d'autodérision, d'humour, d'humilité, d'ouverture d'esprit, et tout le monde l'a dit,
avec une extrême bienveillance. Voilà, je vous remercie de votre Pour la parole à Abdoulaye Liman, nous allons avoir un intermède musical. Ah, ok. Je voulais vous annoncer, n'est-ce pas? Ok. C'est mon épouse. Je voulais attendre plus tard pour la remercier bien après Cheikh Abdou et les autres, mais l'occasion se présentant, je voudrais la remercier pour cela, mais aussi évidemment pour tout ce qu'elle représente pour moi. Et beaucoup de gens dans la vie ne veulent pas reconnaître que leurs épouses sont leurs vrais patrons. Et vous ne remerciez jamais assez d'avoir vécu avec ma mère après la disparition de mon père 30 années, de l'avoir servi, couvé comme sa propre mère, comme moi-même je n'aurais jamais pu le faire. Je voudrais remercier, et c'est par là que je voulais commencer, notre collègue et ami Ousmane Sène, qui nous reçoit toujours si gentiment au Rav. Et comme c'est lui qui ouvre toujours les cérémonies, il a cette capacité de communiquer son énergie, sa disponibilité. Et c'est toujours avec plaisir que nous venons et que nous revenons, parce que cet espace est public. Peut-être qu'ailleurs, si nous voulions être plus nombreux, ou dans un confort plus grand, nous aurions payé quelque argent.
Ousmane, merci encore mille fois. Je voudrais remercier aussi le docteur Abdoulaye Diallo, absent. Il avait promis d'être là, il voulait être là, le directeur de l'Harmattan Sénégal. Mais c'est pour une bonne cause. Son épouse vient de lui donner une fille, et ils sont ensemble à Paris, et pour cette raison, il n'a pu être les nôtres. Et docteur Abdoulaye Diallo s'est tout bien occupé. En fait, c'est le deuxième ouvrage que j'ai publié dans sa maison. Mais pour celui-ci particulièrement, il s'est donné véritablement corps et âme. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je peux dire véritablement qu'il a porté ce livre comme si c'était le sien, pour qu'il voit le jour et que nous l'ayons entre les mains aujourd'hui. Ses collaborateurs sont là et peuvent en témoigner. Le doyen, notre aîné cher Amidou Kane, qui préside cette cérémonie à 3 titres, et c'est moi qui ai proposé, je le remercie d'avoir accepté. Il l'a rappelé tout à l'heure, Amidou Diallo l'a rappelé également, c'est mon cousin, et aujourd'hui, dans notre famille, il fait partie des 3 ou 4 qui sont les doyens, qui sont les chefs de famille, qui nous associent à tout ce qu'ils font et que nous associons à tout ce que nous faisons. C'est véritablement l'autorité morale, c'est un représentant de la famille. À ce titre, je suis très heureux qu'il ait accepté cette cérémonie. Il est écrivain et intellectuel, je ne parle pas, mais aussi il est membre du comité consultatif des sages du Parti socialiste, dont certains membres éminents sont devant, avec notre secrétaire général, Ousmane Tarambia, qui est mon patron dans le parti, mais qui est aussi un frère, avec qui je suis lié depuis fort longtemps par des relations d'amitié. À ces 3 titres, cher Amidou Kane est bien à sa place ici. Je voudrais aussi dire, comme les autres, que Lilias Christolo représente pour nous beaucoup. Je crois qu'au moins 2 de mes romans sont passés entre ses mains pour la lecture initiale, pour regarder le manuscrit avec l'habitude aussi. C'est d'abord pour m'aider à corriger mes fautes. Et comme je l'ai dit, à bien placer la virgule. La virgule, Mamoussé disait qu'on peut faire une thèse sur la virgule, c'est vrai. Placer la virgule, c'est l'affaire. Elle m'aide à placer les virgules. Et elle me dit, c'était pas là, c'est plutôt là. Myriam aussi le fait. Et elle a vraiment beaucoup contribué aussi. Elle a lu ce manuscrit, à l'état de manuscrit, Félix de Sauvage, et Myriam qui est membre du comité de lecture de l'Harmattan. Myriam Tungeli. Amidou Dia, vous l'avez dit, c'est mon petit-neveu. C'est un des fous de la famille dont nous sommes très fiers. Très bien, c'est mon petit-fils, c'est le neveu. Cher Amidou peut, s'il veut, par certains côtés, considérer comme son neveu, mais pour moi aussi, considérer comme son petit-neveu. Et il nous est très cher dans la famille, bien entendu. Et je dois dire aussi, quelqu'un que je n'ai pas vu dans la salle, mais qui est un de nos anciens étudiants, Mamoussé et à moi, El Amidou Kassé, qui a décidé la semaine dernière, qui à l'occasion de la présentation du livre de Mamoussé il y a 10 jours, a pris en charge, donc nous faire des économies pour le cocktail qui sera offert tout à l'heure. Il l'a offert à Mamoussé la semaine dernière, il m'a offert à moi, c'est vraiment quelque chose de formidable, alors que j'avais prévu de le faire. J'offrirai la différence à mon épouse petit pour qu'elle s'achète Je voudrais aussi remercier plusieurs catégories de personnes venues répondre à cette invitation. C'est la famille. J'ai ici des cousines, des cousins, mes neveux, les enfants de mes soeurs, les petits-enfants. La famille sans l'âge, véritablement, elle est ici. Il y a aussi les collègues, l'université, Mamoussé, Boubou Gadli, avec qui je partage beaucoup de choses. Il y a des collègues de l'université, mais d'autres secteurs, comme le professeur Cheikh Tidiane Touré, chef des services de suivi à l'hôpital de Nantes, qui a été mon élève en terminale au lycée Blaise Diagne, et qui était brillant dans toutes les disciplines. Il ne voulait même pas laisser l'éducation physique à ses camarades. Et qui est devenu
Mon collègue à l'université et mon voisin, nous avons un mur mitoyen de la cité Faisal, si bien que lorsqu'il m'entend tousser en tant qu'asthmatique, il accourt pour me demander s'il n'y a pas de problème. Donc des collègues de l'université aussi, de remercier un collègue parti à la retraite mais qui fait quelque chose d'ailleurs, moi c'est le professeur Ibn Tchal qui a pris tout son temps. Des camarades du Parti Socialiste, et cité tout à l'heure sur la Salonnière, Aïssa Tal, je sais qu'elle doit être très occupée, elle a pris son temps pour venir, Pierre Salé, les membres du comité consultatif des salles aussi, et des voisins de cité Faisal qui ont également le temps. Je voudrais faire une mention spéciale pour le professeur Abdullah Marihan, qui est mon médecin traitant qui me suit. Et ceux qui liront le livre verront que j'ai consacré une bonne partie à cette question de maladie et de santé, qui était un bon prétexte pour moi de philosophie un peu effectivement, mais c'est une question importante de savoir ce que la santé représente. Je dirais 2 ou 3 mots sur ce travail, puisque nous sommes ensemble depuis quand même un moment. Je pense à Cheikh Hamid qui va voyager, je pense à des personnes âgées qui ne peuvent pas garder trop longtemps assises. Et après, il faut mettre un terme à ce genre de choses. Vous devez dire 2 ou 3 choses et les souligner, puisqu'il ne s'agit pas de vous raconter à mon tour ce que j'ai dit dans ce livre. Les 3 présentateurs l'ont fait de manière remarquable. Et je voudrais encore une fois les remercier d'avoir pris le temps de lire 400 pages, 400 et quelques pages, et d'en avoir rendu compte de si belle manière. Et du point de vue des motivations, effectivement, on peut se demander s'il s'agit de récits de vie, de mémoire, d'autobiographie. Mais ce que je puis dire, c'est que l'écriture de soi, écrire sur soi-même, ce n'est vraiment pas une petite affaire. Il m'arrive de me demander si je suis prêt à recommencer. Il m'est surtout arrivé d'interrompre la rédaction de ce texte à plusieurs reprises et de m'engager dans autre chose, un roman par exemple, et aussi sur le point d'être terminé. Pour plusieurs raisons, disant d'abord que c'est ma vie, est-ce que ça regarde les autres? Ensuite, c'est surtout à travers le récit, on se dévoile. On se dévoile, comme m'a dit un ami français avec qui j'ai conversé hier à travers Skype, je me dis, je découvre effectivement des phrases cachées. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. C'est un exercice particulier, c'est une espèce d'exercice de vérité, mais où on ne peut jamais dire toute la vérité. D'abord, est-ce que c'est même indiqué de dire toute la vérité? Et bien sûr qu'il y avait beaucoup de choses que je n'ai pas dites et que je me dirai. Mais c'est un exercice également par un autre côté intéressant parce que la littérature universelle montre quand même que beaucoup d'hommes se sont livrés à cela, qu'il y a des exemples fort intéressants. Par-delà l'aspect de vie personnelle, il y a quelque chose qui consiste à témoigner de notre appartenance commune à une humanité et de voir ce que nous avons en partage, ce qui est différent. Ça me paraît le motif le plus important. Mais pour aller de l'avant, je l'avoue, ce sont mes enfants et c'est mon épouse qui m'ont poussé à me dire où est-ce que tu en es, pourquoi tu as abandonné. J'explique dans l'avant-propos que le projet initial, ce n'était vraiment pas l'autobiographie, je voulais écrire quelque chose à partir de mon expérience de sujet à des crises d'asthme. Les moments de rémission et de crise qui peuvent affecter la vie professionnelle, la vie de tous les jours, dont je vois sur ma famille qu'elle a des conséquences, etc. J'ai pensé qu'en développant une réflexion là-dessus, c'était une manière peut-être de dominer cela, non pas une façon de catharsis, mais une manière d'accompagner cela pour mieux le dominer de certaine façon. Mais j'ai dévié par rapport à l'idée initiale qui consistait effectivement à maintenir simplement à cette réflexion sur le plaisir et l'ennui avec les équivalents. Et je crois que c'est les enfants et mon épouse qui m'ont demandé de dire quelque chose sur ma famille et j'ai donc fondu les deux projets.
C'est un exercice périlleux parce qu'on se dévoile, parce qu'on prend position aussi sur des questions de très grande importance comme la vie familiale et la vie politique aussi, où je me suis prononcé sur des grandes questions, mais également sur le sens que l'enseignement politique pour moi. C'est mon métier. Je crois que la plus grande partie de ce livre concerne la vie d'enseignant. C'est notre vie pratiquement, ce qu'elle représente. Et je voudrais finir avec cette présentation, disons, ce mot succès, en mettant l'accent sur deux aspects principaux. Si je devais dire d'un mot ce que ce livre a eu comme thème principal, je dirais que c'est la question de l'identité, qui est une question extrêmement difficile, une question complexe. Qui sommes-nous et que sommes-nous? On a l'impression que c'est simple, que c'est facile, mais il suffit de commencer à y réfléchir pour savoir que c'est compliqué. C'est un peu ce que Saint-Augustin disait à propos du temps. On croit savoir ce que c'est, mais si on vous demande de dire ce que c'est effectivement, ça fait quoi? C'est très compliqué. La question de l'identité est aussi comme ça. Nous savons que nous sommes identiques à nous-mêmes, nous pouvons avoir des repères, mais nous savons aussi que c'est très complexe, il y a beaucoup d'influences et davantage la question de la complexité qui peut expliquer. De la même manière, la question de l'identité, ce même faisant, les trois grandes parties qui structurent ces livres peuvent tourner autour de la notion de frontière que j'ai ressenti très vite en même temps que la notion d'identité. J'ai ressenti vite la notion d'identité en m'apercevant dès le bas âge que j'ai deux prénoms, que j'appartiens à trois villages, et ainsi de suite. Que je ne suis pas seulement fait d'une seule chose, mais de plusieurs. Mais aussi la notion de frontière. Ici à Dakar, c'était l'avenue Maliksi. Quand je partais de la Médina pour aller plateau voir mes oncles, je savais qu'en traversant, je ne m'appellerai plus Abdoulaye, mais là-bas, on m'appelle Amadou. La frontière, c'est aussi quotidiennement, dans l'exercice philosophique, les philosophes, depuis Platon, passent leur temps à se définir, à dire ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. Toute l'histoire de la philosophie ne dit pas se réduire à ça, mais occupe une grande place au niveau de ça. Pourquoi? Parce qu'on veut simplifier les choses, on veut aller vers l'essence des choses, alors que la réalité est certainement plus complexe. Mais la frontière physique, alors que les idées, les hommes circulent, les idées circulent, les capitaux circulent, aujourd'hui, la circulation des hommes pose problème. Et nous avons eu une leçon extraordinaire ces temps derniers, c'est Ebola. Ebola nous a ramené à la réalité dure, où est la frontière? Comment fermer les frontières? Peut-on fermer les frontières? Mais la frontière aussi, c'est entre la maladie et la santé, qui était la motivation première et qui est le chapitre dernier. Qu'est-ce que la maladie et la santé? Et je me suis fondé ici sur des lectures et de maîtres qui m'ont particulièrement marqué, comme Canguilhem, et qui discutent la question de savoir. Je revois encore le professeur Cheikh Tidiane Touré, que j'ai invité à un de mes séminaires de DEA, qui a accepté très gentiment un jour, c'était sur ces questions-là, et qui nous a apporté le regard du médecin, et mes étudiants avaient des textes de philosophie. Entre la santé et la maladie, y a-t-il seulement une différence de degré ou une différence de nature? Est-ce que vraiment c'est deux choses hétérogènes, ou est-ce que c'est simplement une différence de discussion philosophique menée par Canguilhem, et que je reprends dans ce livre? Cette notion de frontière est donc ce qui structure aussi une bonne partie. Je dirais donc identité et la notion de frontière, mais pour en venir toujours à cette idée que deux choses essentielles, très marquantes. Aucun individu n'est identique à un autre, mais en même temps nous sommes semblables. Si nous n'étions pas semblables, nous ne pourrions pas communiquer, nous ne pourrions pas converser, nous n'appartiendrions pas à la même humanité, alors que nous appartenons à la même espèce, celle que justement le nous rappelle l'espèce sapiens sapiens. Voilà quelques méditations philosophiques pour terminer, mais j'ai voulu aussi faire de ce livre un livre de souvenirs pour m'amuser un peu de moi-même, de ces gens que j'ai rencontrés, etc. Et je ne suis pas mécontent de cet aspect de la question, de mettre beaucoup
beaucoup amusé dans ces livres et je vous remercie pour votre attention. Maintenant, c'est... Je ne sais pas si par rapport à... Écoutez, je crois que s'il y en a qui désirent poser quelques questions, nous pouvons nous donner l'occasion de le faire. Et surtout laisser à Abdoulaye le temps de faire les dédicaces. Et puis je crois qu'il y a un cocktail qui est offert ici. Voilà. Y a-t-il des commentaires des animaux? Oui. Kalilou. Je vais donc faire un petit témoignage parce que j'ai fait mon mémoire de maîtrise. Mon mémoire de maîtrise sur le chef de canton du Fouta. Et j'ai travaillé particulièrement sur Abdoulaye, le arrière-grand-père. Abdoulaye Racine. Et j'étais un interprète. Ce ne passe pas par hasard que nous avons bien sûr une descendance assez influencée du point de vue intellectuel. Et ce n'est pas par hasard également que pendant les indépendances, le premier maire de Matam soit Fadel Khan, qui est descendant d'un Kani, de cette famille. Et ce n'est pas par hasard Abou Bakr Khan soit pendant longtemps le député de Podor. C'est la même famille et ce n'est pas par hasard que Cheikh Hamidou Khan, qui est l'auteur, bien sûr, de Samba Diallo, soit un des premiers romanciers, philosophes connus du Sénégal. Est-ce pas par hasard, Abdoulaye Wade soit un des plus grands philosophes brillants pour le Sénégal. Je voudrais dire que historiquement, on peut expliquer un peu cet héritage intellectuel de la famille. C'est pourquoi je n'ai pas encore le livre, mais si je l'avais lu avant, je l'ai suggéré que dans son autobiographie, qu'il essaie d'expliquer un peu, parmi les choses qui l'ont marqué profondément, cette descendance. Et bien sûr, je l'ai pu citer également mon ami Alouja. Voilà, merci pour ce petit témoignage. Dans le mois célébrant l'histoire des Noirs aux États-Unis et dans le monde, a eu une continuation à Paris et en Afrique à travers la mémoire de Rosa Senghor, s'il vous plaît. Alors, dans la mesure, il y a eu un fils qui s'appelle Fatba, qui a des tendances artistiques. Il a fait un coffret extraordinaire de très beaux textes et de très belles images sur Senghor qui appelle Senghor. Alors, pour honorer cette publication, le samedi 28 février à 15h, nous allons lui donner l'occasion de faire la dédicace. Vous êtes tous invités. Merci beaucoup. Et l'épouse de mon fils. Et que nous avons un petit-fils en commun, celui que nous avons derrière dans les livres. Je voudrais aussi remercier la famille Pedro Pablo et
autre famille d'alliance. La mère et le père de Assoumel, la meilleure journaliste, épouse de mon fils Eliban Sénégal. Ils sont là dans la salle, ainsi que son épouse. Je voudrais les remercier d'avoir fait ce déplacement. Merci.